Nous avons CNN qui tire la sonnette d'alarme, affirmant que l'offensive estivale de la Russie se transforme en une crise croissante pour l'Ukraine, en particulier dans la région de Kupiansk. En plus des rapports des médias occidentaux traditionnels, qui, soit dit en passant, pourraient nuire à votre santé mentale si vous les lisez. Si vous vous contentez de lire, disons, ce que Vladimir Zelensky dit lorsqu'il évoque, par exemple, ses conversations avec Donald Trump, il n'y a jamais rien à propos du champ de bataille, à part les attaques russes. Je pense que cela en dit long sur la situation actuelle. Mais Scott, si tu pouvais nous donner une analyse, car il me semble que beaucoup des actions, comportements et réactions de l'administration Trump, de Donald Trump lui-même et de l'OTAN ont un lien avec tout cela. Eh bien, tout d'abord, la première victime de la guerre, c'est la vérité. Et vous savez, regardez Trump, qui balance des chiffres inventés. D'une manière ou d'une autre, les Russes auraient perdu 20 000 morts en un mois. L'Ukraine n'aurait subi que 8 000 morts depuis janvier. D'après ce que j'ai compris, en discutant avec des personnes qui étaient en première ligne et d'autres informations anecdotiques, les Russes perdent entre 150 et 200 morts par semaine. C'est beaucoup. Je comprends que 200 morts par semaine ont brisé le moral des États-Unis pendant la guerre du Vietnam. Donc ce n'est pas un chiffre négligeable. Et donc on parle de Russes qui perdent 600 à 800 hommes par mois. C'est énorme. C'est un bataillon. Mais ce n'est pas 20 000 par mois. Les Ukrainiens souffrent, selon l'endroit où l'on se trouve. Ils perdent près de 1500 à 2000 hommes, morts et blessés, par jour. Par jour. Ce sont des chiffres intenables. Et pourtant, ils ne peuvent pas dire la vérité. Alors ils inversent le récit. Ce sont les Ukrainiens qui perdent des hommes à un rythme qu'ils ne peuvent pas compenser. Ce qui se passe ici, c'est que les Ukrainiens sont en réalité à un point où ils n'ont plus assez de troupes. Même avec le recrutement en cours, et pour que tout le monde le sache, ce n'est pas tout le monde envoyé en première ligne qui se fait tuer. En réalité, la grande majorité des soldats ukrainiens mobilisés le sont de manière normale. Ils se présentent, ils sont pris en charge, ils sont formés, puis envoyés en première ligne. Mais les Ukrainiens ne génèrent pas assez de force pour remplacer les pertes. Ainsi, chaque jour qui passe, ils s'affaiblissent. Ce n'est pas seulement mon analyse qui le dit, c'est un parlementaire ukrainien qui l'a annoncé à la tribune de la Rada en disant « Il faut être réaliste ici. Nous ne pouvons pas remplacer nos pertes. Nous nous affaiblissons chaque jour. » Les Russes, en revanche, deviennent plus forts chaque jour, car, oui, ils subissent des pertes. Mais ils recrutent bien plus de personnes. Beaucoup plus de personnes. Ainsi, non seulement ils remplacent les pertes sur le champ de bataille, mais ils commencent aussi à constituer des réserves viables, des centaines de milliers d'hommes, ce qui leur donne une grande flexibilité lorsque le moment sera venu. Cela permet à la Russie de maintenir la pression. Les Ukrainiens sont des soldats très compétents. Ils sont meilleurs que tout ce que l'OTAN a à offrir en ce moment, même les États-Unis. L'armée américaine ne pourrait pas faire ce que l'Ukraine fait sur le champ de bataille. Elle ne pourrait pas survivre comme l'Ukraine survit. Je suis désolé, armée américaine, c'est simplement un constat. Ils sont aguerris par le combat. Ils ont un bon commandement à l'échelle des petites unités. Et dans certains domaines, lorsqu'ils disposent d'un bon encadrement intermédiaire et supérieur, ils peuvent empêcher les Russes d'avancer. Et avec le bon équipement, ils peuvent lancer des contre-attaques pour repousser les Russes. Les gars, c'est pas la fin du monde. Vous avez étudié l'histoire militaire. Vous savez que même lorsque les États-Unis battaient les nazis en avril 1945, si vous lisez les journaux de marche des unités, le 1er bataillon du 460e
a mené une attaque ici, mais a été contre-attaqué par les Allemands et forcé de reculer d'1,5 kilomètre. Oui, c'est la guerre. Lisez sur l'avancée russe vers Berlin. Les Allemands contre-attaquaient jusqu'au dernier moment. Et quand on contre-attaque et qu'on choisit le bon moment et le bon endroit, on peut repousser l'ennemi. Donc les Ukrainiens ont la capacité d'arrêter l'avancée russe dans certaines zones et de lancer des contre-attaques pour repousser les Russes. Mais ils ne peuvent pas le faire, parce que pour rassembler ces forces, ils doivent déshabiller Paul pour habiller Jacques. Et nous en sommes au point où si les Russes dans les environs de Pokrovsk, vous savez, les Russes ont arrêté les assauts frontaux parce que les Ukrainiens ont amené des troupes. Mais là où les Ukrainiens ont amené des troupes, il n'y a pas de troupes pour les remplacer. Ils doivent étirer leur ligne, et alors les Russes se déplacent simplement et commencent à avancer. C'est ce qui se passe. Ils créent un encerclement en progressant sur les flancs. Je pense que le flanc gauche, le flanc sud, est en quelque sorte arrêté en ce moment. Et donc maintenant, ils font tous les progrès ici. Si les Ukrainiens déplacent leurs forces vers le nord et vers le sud, ils feront des gains là-bas. Et puis, lorsqu'ils essaieront de couvrir les deux ailes, le centre avancera. C'est comme ça que ça fonctionne. Et cela se produit tout le long de la ligne de front. Les Ukrainiens ont retiré des hommes de la région de Zaporizhia pour venir renforcer ailleurs, parce que les Russes ont commencé à avancer à Zaporizhia. Ils ne peuvent pas les arrêter. Vous savez, il faut qu'on les arrête à Sumy. Donc, nous retirons des troupes de la région de Kupiansk. Maintenant, les Russes avancent sur Kupiansk. Partout où ils retirent des hommes pour combler une brèche, les Russes progressent. C'est l'avantage qu'ils ont. Et ils avancent à un rythme plus soutenu qu'à n'importe quel autre moment. Les Russes ne mènent toujours pas de grandes offensives, vous savez, avec de grandes flèches. Les attaques russes, je crois que je l'ai déjà expliqué, mais je vais le refaire une fois de plus. Cela m'a été expliqué par un officier des forces spéciales Akhmat Dapti Aludinov. Il a parlé de la maîtrise des groupes de 3 et de 6. Parce que tu sais, Larry, tu le sais. Quand j'ai suivi ma formation, je faisais des assauts en équipe de feu dans le cadre d'une progression de section, puis de peloton, puis de compagnie. Vous savez, une équipe de feu, c'est 5 marines, et nous faisons des avancées en équipe de feu. Ça signifie qu'une équipe de feu se précipite en avant, une autre avance, le chef de section contrôle tout, le commandant de peloton aussi. Si vous faites ça aujourd'hui, vous vous faites tuer. Les Russes, aujourd'hui, leur groupe d'assaut, c'est 3 hommes. C'est tout, 3 hommes. Ils sont soutenus par des drones et tout le reste. Ils ont un drone au-dessus d'eux, de l'artillerie qui arrive, une équipe de drones. Il y a beaucoup plus de Russes en coulisses avec les drones qui les amènent sur le terrain. Mais l'équipe d'assaut, c'est 3 hommes. C'est la règle de 3. Et ils vont attaquer la position sur laquelle ils se trouvent, généralement défendue par entre 7 et 12 Ukrainiens. Et ils les tuent, ou les blessent, ou les font prisonniers. Et dès que cette équipe d'assaut peut échouer. Ça arrive, ils se font tuer. Ils se retirent. D'accord, vous avez perdu 3 hommes. Mais de manière générale, l'équipe d'assaut prend la position. Ensuite, les 6 arrivent. Les 6, ce sont les hommes qui se précipitent pour consolider cette position. Maintenant, vous avez 9 hommes sur l'objectif. Vous vous retranchez et vous attendez la prochaine attaque. Mais c'est ce qu'ils font. On parle d'équipes d'assaut de 3 hommes tout le long du front, attaquant une position avec le soutien de drones et de tirs d'appui. Quand ça tourne mal, vous perdez 3 hommes. La raison pour laquelle je veux insister sur ce point est la suivante. Savez-vous combien de défaites les Russes devraient subir en procédant par groupe de 3 et de 6 pour perdre 20 000 hommes par mois? C'est pour cela que je crois ceux qui se battent. Je dirais aussi ceci.
les blessés russes, et le nombre de blessés est généralement révélateur de votre taux de perte sur le champ de bataille. Cependant, en parlant avec Mariette Carillon, il dit qu'il y a des jours où les Russes ne perdent pas un seul homme tué. Ils ont des blessés, mais personne ne meurt. Les blessés étaient auparavant évacués vers des installations médicales à l'arrière. En 2022 et 2023, ces installations tournaient à plein régime. Je veux dire, les blessés étaient simplement rapatriés. Aujourd'hui, elles existent toujours, mais les chiffres ont fortement baissé. C'est donc une preuve anecdotique que le flux de pertes ne correspond pas à 20 000 morts. Parce que si l'on parle de 20 000 morts, cela signifie entre 60 000 et 80 000 blessés. Cela signifie que les Russes perdent 100 000 hommes par mois en termes de pertes, avec une structure de force totale de 700 à 800 000. Ce sont des chiffres insensés. Pourquoi le président cite ces chiffres? Ça me dépasse. Pourquoi les gens le laissent dire ces chiffres? Parce que cela ne fait que le discréditer. Discréditer sa crédibilité, discréditer son équipe. Cela signifie que personne ne vous prend au sérieux, parce que si vous êtes à ce point déconnecté de la réalité. La raison pour laquelle je détaille tout ça, les gars, c'est pour que votre public comprenne qu'il n'y a aucune chance que ces chiffres soient exacts. Ils ne le sont pas. Il n'y a rien qui les soutienne. Les preuves montrent exactement le contraire. Voilà pourquoi. Les gens disent « Scott, tu es tellement pro-russe. Tu as le nez dans le cul d'Apti Aludinov. » Ouais. Parce qu'il est un commandant de première ligne, et j'ai énormément appris. Et puis je parle aussi à d'autres personnes. Je parle aux opérateurs de drones. Je parle aux gars qui assurent la logistique et le ravitaillement. Je parle à des personnes affiliées aux forces spéciales et à ce qu'elles font. Et on obtient toutes les informations. Oui, cela peut être biaisé et ne pas refléter toute la réalité. Mais quand on rassemble tout, qu'on fait la moyenne, qu'on compare et qu'on essaye de recouper les chiffres, l'image qui se dessine, c'est que les Russes progressent sur toute la ligne de front. Les Ukrainiens ne peuvent rien faire pour l'arrêter. Ils n'ont pas assez de troupes pour combler les brèches, encore moins pour constituer une réserve. Et les Russes... Enfin, on parle sans cesse de l'offensive d'été russe. Je ne sais pas, Danny, Larry. J'ai vérifié le calendrier. On est à peu près à la mi-août. C'est l'été, les gars. Donc ça prouve bien qu'on ne parle pas d'événements dictés par le calendrier. Je veux dire, les Russes ne regardent pas le calendrier. Larry et moi avons fait la même erreur, et je suis d'accord avec Larry. J'en ai fini avec la boule de cristal. Vous savez, le moment où les Russes gagnent, c'est à eux d'en décider. Oui, je vais juste dire qu'ils sont en train de gagner. Parce qu'encore une fois, Larry vient probablement de la même école que moi, hyper agressive. Je ne comprends pas les histoires de 3, de 6 et de drones. Je commence à comprendre, désolé. Mais moi, je suis pour pousser l'assaut, consolider et continuer à exploiter la victoire tant qu'on le peut. Tant que l'ennemi bat en retraite, vous avancez. C'est comme ça que le corps des marines m'a formé. C'est pour cette raison que nous avons pris Kuwait City en 3 jours, alors que Norman Schwarzkopf pensait que nous n'y arriverions jamais, parce que nous n'abandonnons pas. Nous continuons simplement d'avancer. On continue. On continue. Eh bien, ce n'est pas ce que font les Russes. Ils font quelque chose de différent. Ils pratiquent la guerre d'attrition, où 3 soldats d'assaut éliminent 12 Ukrainiens. Et ils gagnent. Ils l'emportent. Et ils comprennent que ce conflit ne se limite pas au champ de bataille. Il s'agit aussi de l'économie, qui ne va pas bien pour les Ukrainiens. Il s'agit aussi de politique. Ça ne marche pas. As-tu vu le communiqué de presse du SVR l'autre jour, Larry, à propos de la réunion secrète en Suisse? Je ne sais pas. Mais ce que ça a fait, c'est que ça s'est appuyé sur des choses dont on sait qu'elles se passent. On sait que Zelensky rencontre le président suisse.
On sait que Yermak rencontre le conseiller à la sécurité nationale. On sait que les Ukrainiens ont eu des réunions avec les États-Unis et le Royaume-Uni. On connaît la position de Zelensky qui se répète sans cesse. Donc les Russes ont rédigé un rapport qui sape totalement la crédibilité du gouvernement ukrainien. Du coup, on a ce président dictatorial Zelensky que tout le monde dit devoir partir. Et nous devons préserver la démocratie ukrainienne. Et nous préservons la démocratie ukrainienne en choisissant Zaloujny, qui est d'ailleurs un nazi-bandériste, et en contournant le processus électoral. Cela crée de l'instabilité, une instabilité politique, au sein de l'Ukraine. Ainsi, vous avez le chaos économique, l'instabilité politique et le désastre militaire. Et l'effet combiné vise à faire s'effondrer l'Ukraine en tant qu'État-nation fonctionnel. Cela arrivera, je le crois, inévitablement, mais selon un calendrier dicté par la Russie. Et ce n'est pas basé sur ce que nous, en Occident, souhaitons voir arriver à une date précise du calendrier. Tu sais ce que Scott disait à propos du champ de bataille dans cet article, qui mentionne l'offensive d'été, laquelle est bien en cours. Il rapporte des choses, d'une certaine manière, pas avec autant de détails que Scott. Mais par exemple, dans la région de Konstantinivka et Pokrovsk, il parle simplement du changement rapide de contrôle du territoire et de l'importance des drones dans tout cela. Mais Larry, quelle est ton évaluation de la situation sur le champ de bataille? Eh bien, à tous ceux qui écoutent, je veux vous aider à comprendre qu'une révolution a eu lieu dans la guerre et nous en sommes témoins sur le champ de bataille en Ukraine. Sortez devant chez vous et faites comme si vous portiez une arme automatique. Faites semblant ou imaginez que vous entrez maintenant dans une zone occupée par un ennemi. Vous devez déterminer où il se trouve. Et s'il est dans une position retranchée, il sera probablement mieux protégé si vous essayez de lui tirer dessus. Alors réfléchissez. Comment allez-vous avancer dans cette rue? C'était la situation dans laquelle se trouvaient même les Russes il y a 3 ans. Mais voici la situation aujourd'hui. Vous êtes cette personne, vous repérez une zone d'où vous pensez que les tirs proviennent, alors vous envoyez un drone dans les airs qui peut surveiller et vous dire exactement qui se trouve à quelle position. Se cachent-ils derrière la maison? Sont-ils derrière l'abri à outils? Sont-ils sur la gauche? Sont-ils sur la droite? Alors, au lieu d'avoir à appeler l'artillerie, vous pouvez faire appel à un drone qui fonctionne comme l'artillerie la plus précise au monde, parce qu'il transporte une charge capable de frapper précisément, de passer par une fenêtre, de traverser une porte. Et ce dont nous parlons, c'est que le soldat est désormais en communication instantanée avec les opérateurs de drones et avec les commandants. Maintenant, vous savez, je suis sûr que Scott a déjà participé à des exercices sur le terrain, à l'époque où l'on portait quelque chose comme une radio PRC-77, qui, vous savez, pesait 1 tonne. Et il fallait aussi des batteries pour la faire fonctionner. Donc tout à coup, une toute nouvelle chaîne logistique s'ajoute à cet effort moderne. Mais ce que les Russes ont accompli, c'est une intégration totale. Vous savez, le corps des marines, et je vais me permettre de me vanter pour Scott à ce stade puisque j'ai été formé par un colonel des marines, le corps des marines se distinguait notamment de l'armée parce que les officiers des marines, dès leur formation, apprenaient à mener des opérations interarmes. Ils étaient formés pour pouvoir demander des frappes aériennes, des tirs d'artillerie ou encore des tirs de la marine. Ils n'étaient pas limités à une seule option. Ils disposaient d'un large éventail de possibilités. Les Russes ont repris ce concept et l'ont poussé à l'extrême. Ils sont littéralement en train d'écrire le manuel de la transition vers la guerre moderne, avec toute une variété de drones, à la fois des FPV, mais aussi des drones d'observation et de collecte de renseignements. Ils improvisent, ils inventent au fur et à mesure,
Mais cela nous révèle autre chose sur la nature de l'armée russe. Elle est adaptable. Contrairement à ce que de nombreux analystes militaires occidentaux ont cru à tort, elle n'est pas figée dans d'anciennes pratiques, des structures bureaucratiques et des hiérarchies rigides. Non, non. Ces gens testent des choses sur le champ de bataille, et si ça ne fonctionne pas, ils peuvent remonter la chaîne de commandement et dire « c'est n'importe quoi, ça ne marche pas, on ne va pas continuer comme ça. Voilà comment ça fonctionne. » Et comme Scott l'a souligné, ils ne sont pas pressés. Ils ne sont pas soumis à un compte à rebours. Ce n'est pas comme un match de football où il reste 2 minutes à jouer dans le dernier quart-temps. Ils ont tout leur temps. J'avais demandé au général Bozinski, un général à la retraite, lorsque j'étais à Moscou en mars, pourquoi l'état-major n'avait pas ordonné la destruction de tous les ponts sur le Dniepr afin de couper les lignes de communication. Il a ri et a dit « Je me pose la même question ». Mais en approfondissant la discussion, il apparaît qu'une partie de la stratégie de l'état-major était que, s'il coupait ces lignes de communication à travers le fleuve, et qu'il n'y avait plus moyen de ravitailler l'armée ou la présence militaire ukrainienne restante à l'Est, cela n'aurait pas non plus usé les capacités de l'OTAN qui étaient intégrées là-bas. L'objectif est d'user non seulement l'Ukraine, mais aussi l'OTAN. Et avec le recul sur ces 3 ans et demi, il s'avère que c'était une stratégie sacrément efficace. Les difficultés militaires sur le champ de bataille en Ukraine, ainsi que celles de leur soutien, expliquent-elles pourquoi nous voyons non seulement Donald Trump, mais l'ensemble de l'Europe, bref, tout l'Occident collectif, miser à 100% sur les sanctions que l'on nous a présentées ces dernières années comme l'arme la plus efficace. C'est la promesse de Donald Trump, encore plus de sanctions. Ils semblent plutôt doués pour éviter les sanctions, vous savez. Ce sont des personnages rusés et ils sont vraiment habiles à contourner les sanctions. Donc nous verrons ce qui va se passer. Mais Steve est concentré pour l'instant. Donc, au début, juste pour clarifier, il a dit qu'il y aurait plus de sanctions, mais qu'on n'est pas obligé d'aller jusque-là. Mais avant vos commentaires, je veux vous montrer ceci. Lindsey Graham, ces sanctions, ces tarifs, les deux vont tellement loin qu'ils visent maintenant l'Inde. Or, l'Inde est censée être un partenaire stratégique des États-Unis contre la Chine. Mais maintenant, l'Inde est ciblée à cause de son commerce pétrolier avec la Russie. Et Lindsey Graham, que certains considèrent comme un acteur majeur de la politique étrangère de Donald Trump, a été très reconnaissant lorsque Donald Trump a évoqué l'instauration de droits de douane massifs contre l'Inde, notamment parce qu'elle achète d'énormes quantités de pétrole russe, puis les revend sur le marché. Il ne se soucie pas du nombre de personnes tuées en Ukraine. Et à cause de cela, les droits de douane vont être considérablement augmentés. Alors Scott, comment vois-tu cela? Que penses-tu de mon analyse selon laquelle il semble que les sanctions et les droits de douane servent à compenser le manque de succès dans le domaine le plus important, du moins du point de vue de la façon dont tout cela a commencé, avec l'espoir que la Russie s'effondrerait? Eh bien, j'ai toujours dit que les sanctions ne sont pas une politique. Les sanctions sont ce qui se passe en l'absence de politique. C'est-à-dire que lorsque vous ne savez pas quoi faire, vous sanctionnez. Et ce que les États-Unis ont fait ici, c'est transformer cet acte d'impuissance en une stratégie à long terme de déstabilisation. C'est l'approche que nous avons adoptée avec Saddam Hussein, où nous avons imposé des sanctions et les avons maintenues jusqu'à ce que nous puissions provoquer l'effondrement. C'était la stratégie en Syrie. Et c'est une stratégie que nous essayons d'appliquer contre la Russie. Mais comme l'a dit le président, les Russes sont des personnages rusés, et cela ne fonctionnera pas.
Je pense que ce que vous voyez avec tout le monde qui saute dans le train des sanctions, c'est que nous n'avons tout simplement pas d'autres alternatives viables. Mais ils ne comprennent pas que nous sommes incapables de mettre en œuvre les sanctions que nous souhaitons. La Chine nous a dit d'aller nous faire voir. L'Inde nous a dit d'aller nous faire voir. Le Brésil nous a dit d'aller nous faire voir. En gros, tout le monde à ce sujet nous a dit d'aller nous faire voir. Ces mesures n'auront aucun impact. Je suis un peu curieux de voir ce que le président va faire vendredi. Mais vous savez, il est peut-être en train de nous entraîner vers une confrontation économique majeure avec le monde, avec les BRICS. Il pense que cela va détruire les BRICS. Personnellement, je crois que cela va au contraire renforcer les BRICS et être le ciment qui les unira. C'est une mauvaise politique. Mais c'est parce que nous n'avons pas de politique. Nous n'avons pas de politique russe. Nous n'en avons pas. Nous ne savons pas ce que nous voulons accomplir. Ce que nous disons à propos de l'Ukraine et de nos buts et objectifs n'a aucun sens. Nous n'avons pas de politique pour l'OTAN parce que nous ne pouvons pas nous permettre ce qu'il propose. Je vais m'arrêter là. Vous savez, le président en ce moment se vante des 600 milliards de dollars que l'UMA Weber lui aurait promis d'investir en Amérique. Je peux investir où je veux. Cela n'existe pas, Monsieur le Président. Votre Sylvana Lyon a admis qu'elle ne pouvait pas, qu'elle n'a aucun contrôle. Il n'y a pas 600 milliards de dollars. Personne ne fait la queue pour vous donner cet argent. Les 720 milliards de dollars d'achat d'énergie sur 3 ans, c'est un chiffre inventé. C'est impossible. Je veux dire, je crois que l'Europe a acheté au total 76 milliards de dollars l'an dernier. Comment arrivez-vous maintenant à 250 milliards de dollars par an? Les États-Unis ne produisent que pour 310 milliards de dollars d'énergie. Et nous n'allons pas soudainement réallouer tout cela à l'Europe. L'Europe ne pourrait pas recevoir pour 250 milliards de dollars d'énergie américaine parce qu'il s'agit de GNL, du gaz naturel liquéfié. Il faut avoir un endroit pour le recevoir. Il faut le décharger. Il faut, vous savez, des installations de regazéification. L'Europe ne dispose pas de cette infrastructure. C'est un chiffre totalement inventé. Tout ce que fait ce président repose sur des concepts totalement inventés. Et pour l'instant, nous n'avons tout simplement aucun moyen de faire pression sur la Russie, si ce n'est la menace de sanctions. Mais comme l'a dit le président, la Russie ne va pas céder. Et il en va de même pour les nations qui collaborent avec elle. Quelle est votre évaluation de cette dépendance apparemment absolue aux sanctions comme arme principale aujourd'hui, alors que le champ de bataille devient stagnant pour les États-Unis et l'Occident collectif? Est-ce tenable? Il y a 24 ans, en l'an 2000, les États-Unis étaient le principal partenaire commercial de 75% du monde. Donc si vous faisiez une carte mondiale à l'époque, la majeure partie du monde, et nous associerons le bleu aux États-Unis, était bleu à 75%. Aujourd'hui, si vous posez la question, quel pays est le principal partenaire commercial de la majorité des nations? C'est environ 80% qui ont désormais la Chine comme principal partenaire commercial. La Chine et les États-Unis ont complètement inversé leur rôle. Les sanctions et les tarifs douaniers peuvent être des outils puissants si vous êtes dans la position qu'occupaient les États-Unis il y a 24 ans, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Si vous êtes le seul fournisseur de terres rares, alors si je décide de les sanctionner, d'imposer une sanction pour ne plus les expédier à ceux qui en ont besoin, ces pays vont se retrouver en difficulté. De la même manière, si vous, les États-Unis, m'imposez des sanctions, à moi la Chine, et qu'en réponse, la Chine dit « Très bien, tant pis pour vous, je ne vous enverrai plus de terres rares, ni d'aimants dont vous avez absolument besoin, ni de produits pharmaceutiques. » Alors soudainement, l'équilibre des pouvoirs a changé.
Ce sont les États-Unis qui deviennent vulnérables, pas la Chine. Trump vit donc dans un monde économique qui n'existe plus. Il pense qu'on est encore en 2000. Il pense que les États-Unis peuvent encore dicter leurs lois. Regardez ce qui s'est passé quand on a dit au Brésil: d'accord, on ne va pas sanctionner le jus d'orange, parce que vous savez, si on sanctionne le jus d'orange et que les tarifs augmentent, on va avoir beaucoup de gens en colère qui boivent du jus d'orange. Mais on va taxer votre café. Et qu'ont fait les Brésiliens? Ils n'ont pas dit « Oh mon Dieu, c'est fini pour nous ». Les États-Unis sont les seuls au monde à boire du café. Ils ont répondu « Non, d'accord ». Ils ont simplement signé un nouvel accord avec la Chine. Vous savez quoi? Il y a beaucoup plus de buveurs de café. Même s'ils boivent du thé en Chine, il y a tout de même beaucoup plus de buveurs de café en nombre total qu'aux États-Unis. Qu'en est-il du porc, du soja? Les Chinois, en fait, au début des tarifs douaniers, ont acheté beaucoup de soja aux États-Unis. Ils en ont simplement accumulé parce qu'ils l'avaient en stock. Mais maintenant que les tarifs douaniers entrent en vigueur, ils achètent au Brésil et en Russie. Donc, le point est que si vous appliquez des sanctions, les sanctions fonctionnent si vous avez un contrôle monopolistique. Les tarifs douaniers fonctionnent si vous avez un contrôle monopolistique. Mais si vous vivez dans un monde concurrentiel où vous n'êtes pas la seule source et qu'en fait vous n'êtes qu'un parmi d'autres pays ou groupes, alors c'est une stratégie contre-productive et dommageable. Oui, et je viens justement de retrouver cette référence. Les médias traditionnels rapportent ce que tu dis, Larry, à propos du café brésilien. Et si tu vas en Chine, tu sais à quel point c'est important, car les marques nationales de café y sont très importantes et populaires. Donc le fait que la Chine soit prête à ouvrir son marché montre à quel point tous ces pays sont prêts à aller loin pour contrer les tarifs douaniers, contrer les sanctions. C'est clairement une stratégie perdante. Messieurs, souhaitez-vous ajouter quelque chose? Oh, Larry, je vous en prie. J'allais justement dire que les États-Unis vont découvrir qu'ils ne sont plus pertinents. Et c'est bien ça le problème. Nous pensons que nous le sommes. Oui. Y a-t-il autre chose que tu voudrais dire, Scott, avant que nous concluions ici? Je vais simplement appuyer ce que Larry vient de dire. Et c'est horrible à dire en tant qu'Américain, mais nous ne sommes plus la nation d'exception, ou quel était l'autre terme utilisé, la nation indispensable. Nous sommes la nation devenue insignifiante. Nous ne comptons tout simplement plus. L'exemple du café est parfait. La Chine, c'est quoi? 1,2 milliard d'habitants, peut-être plus. L'ampleur et l'échelle de leur marché éclipsent tout ce que nous avons. Et la Chine est tout à fait capable et lorsque le monde s'adapte, parce que l'économie mondiale s'est développée, lorsque le monde réalisera enfin qu'il peut se passer de l'Amérique, qu'il n'y a rien que l'Amérique produise dont le monde ait besoin, alors le consommateur américain pourra être éliminé. Je veux dire, c'est ça le problème. On consomme, on consomme, on consomme. Eh bien, d'autres consomment aussi, comme les Chinois qui boivent du café. Ils trouveront des solutions à tout ce que nous faisons. Et un de ces jours, on va se réveiller et se rendre compte qu'on est seul. On ne pourra même plus appeler un centre d'assistance parce qu'on aura sanctionné l'Inde au point qu'ils fermeront tous les services qui m'aident à comprendre ma facture Verizon. Vous voyez, c'est fini pour les États-Unis. Nous sommes devenus la nation sans importance. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? On pique une crise? On menace tout le monde avec des armes nucléaires? C'est à ce point absurde.